Regardez Smart Tech avec les technologies Lenovo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui vous parle de l'innovation de la nouvelle société numérique. On est dans une échéance électorale importante qui mobilise beaucoup de Français, mais pourtant on se pose de plus en plus la question éventuelle de l'inutilité du vote. Alors comment expliquer ça et surtout comment y remédier? Eh bien cela passe nécessairement, nous dit mon invité, nécessairement par la technologie. Mon invité c'est Gilles Maintré, auteur de Démocratie, rendons le vote aux citoyens, paru chez Odile Jacob. Je l'interviewerai sur son livre et ce qu'il défend dans quelques instants. Et puis il restera avec nous pour commenter l'actualité. Aujourd'hui, c'est l'heure du débrief de l'ActuTech dans Smart Tech. On parlera notamment de Netflix qui commence à montrer des signes de faiblesse et qui envisage pourquoi pas un modèle publicitaire. On parlera aussi de Twitter qui fait face aux velléités de rachat d'Elon Musk. On parlera aussi de Deezer, le français qui prépare à nouveau son entrée en bourse pour cet été. Et puis on aura un aperçu de taxi volant puisque ça y est, il y a eu un premier vol qui a été effectué en France. Et enfin, Smart Tech se refermera sur son rendez-vous J'y crois à ces startups no code, low code. C'est ce que nous défendra notre chroniqueur Hervé Lejouan. Mais tout de suite, donc on parle de vote électronique, nécessaire ou pas pour le réveil démocratique. Dans l'interview, j'ai avec moi Gilles Maintré, auteur de Démocratie, rendons le vote aux citoyens, paru chez Odile Jacob. C'est un plaidoyer très clair pour le vote électronique qui assurerait une plus large participation des citoyens à la vie démocratique, fournirait un nouveau mode d'intervention dans la vie publique. Bonjour Gilles Maintré. Bonjour. Vous partez déjà d'un constat assez sévère. Vous nous dites qu'on est en récession démocratique. Oui, on est en récession démocratique. D'ailleurs, on le voit par plusieurs facteurs. On le voit par l'augmentation de l'abstention élection après élection. Et cette élection présidentielle en a été un nouvel exemple. On le voit aussi par des formes de radicalité, de violence dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, de critiques par rapport au fonctionnement des institutions. Et puis, il y a eu des mouvements. On se souvient des Gilets jaunes. On se souvient de citoyens qui ont dit écoutez, nous, on veut une autre démocratie. On veut voter différemment. Alors, par rapport à ça, il va falloir réagir. En fait, c'est le système lui-même qui est questionné. Cette idée qu'on vote une fois tous les 5 ans pour élire un président ou une présidente et qui ensuite va appliquer son programme sur lequel il aura été élu. Eh bien, la réalité, c'est que c'est de moins en moins ce qui se passe, puisque les déterminants de l'élection sont très variés. On vote pour, on vote contre, il y a le fameux vote utile. En fait, ce vote utile qui donne le sentiment que le vote est inutile, paradoxalement. Et puis, le temps s'accélère. Il se passe de plus en plus de choses. Il y a eu la crise sanitaire. Avant ça, il y a eu la crise financière, l'attentat terroriste. Le monde va plus vite. Le temps va plus vite. On a besoin de davantage solliciter le peuple exactement, pour prendre les bonnes décisions. Il y a une attente de pouvoir s'exprimer plus régulièrement sur les grands sujets. L'impression qu'on les met sinon sous le tapis, qu'ils ne sont pas réglés au moment de l'élection présidentielle, qu'il n'y a pas ou peu de débats, et honnêtement, on l'a vu encore dans cette élection, peu ou pas de débat, et que du coup, on n'est pas consulté sur les vrais sujets. On est consulté sur un casting, mais on n'est pas consulté sur les vrais sujets. Est-ce que certaines personnes vont prendre le sujet par le biais de la Constitution, en disant qu'il faut vraiment changer la République? Vous dites la solution, elle passe par la technologie. Oui, parce que le vote électronique, et comme vous le dites, ce livre est un plaidoyer, le vote électronique va permettre de libérer ces nouvelles respirations démocratiques. Pas simplement parce qu'il va nous permettre de voter confortablement depuis notre canapé. C'est pas l'enjeu. L'abstention, c'est pas parce qu'on est parti à la pêche ou au tennis. C'est parce qu'il va permettre d'avoir plus de consultations, d'organiser plus de référendums, plus de consultations citoyennes au niveau national et au niveau local. Et on voit bien que ça ne sera possible que si on a un instrument suffisamment flexible. Alors, évidemment, il ne s'agit pas aujourd'hui de remplacer le vote à l'élection présidentielle, le vote papier, par du vote électronique. Il fonctionne, il a créé de la confiance, peut-être qu'un jour on évoluera, mais l'objectif, c'est bien plutôt d'avoir ces nouveaux espaces, ces nouvelles élections. Celles-là, on ne va pas à chaque fois qu'on organise un référendum, une consultation locale, régionale, nationale, réunir tous les bureaux de vote. Vous savez que pour une élection en France, il faut à peu près 500 000 volontaires, 70 000 bureaux de vote, dans chacun un président, 2 assesseurs, des scrutateurs. Cette lourdeur
étouffe en fait notre démocratie. Et donc pour rendre cette démocratie, vous dites plus active, hein, finalement il faut davantage voter, mais est-ce qu'il y a une réelle volonté des citoyens, vous pensez, de voter plus souvent, d'être sollicités plus souvent? Alors, c'est ce que montrent toutes les études d'opinion. Toutes les études d'opinion. Vous avez aujourd'hui 2 Français sur 3 qui pensent qu'il faut consulter les citoyens sur les grandes orientations du pays. Lorsque les gilets jaunes étaient dans la rue... Donc il n'y a pas de fatigue vis-à-vis du geste démocratique d'aller voter? Vous ne percevez pas cela? Non, il y a une fatigue par rapport à nos échéances électorales, disons, traditionnelles. Puisqu'on a perdu le lien, en fait, entre l'élection et la décision publique. On a l'impression que le vote est inutile, on va élire quelqu'un et puis finalement, il va se passer autre chose. On n'a pas ce lien direct entre le sujet du vote et la décision qui est derrière. C'est celui-là qu'il faut retrouver. Alors, vous avez officié au sein de plusieurs cabinets ministériels, hein, Thierry Breton, Jean-Louis Borloo, François Baroin. Vous avez été également conseiller diplomatique, vous connaissez les arcanes politiques, vous avez des relations dans ce domaine. Qu'en disent justement vos pairs, qu'en disent les politiques? Ils voient bien qu'il y a cette récession, effectivement, démocratique. Pour autant, vous écrivez clairement noir sur blanc. En fait, si le vote électronique n'est pas adopté, ce n'est pas pour des problèmes techniques, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Oui. Alors, la première raison, c'est avant, puisqu'on on accuse toujours les politiques de beaucoup de mots, mais souvent, ils sont le reflet des électeurs. Il faut bien comprendre que s'il y a une réticence sur le vote électronique, c'est qu'il y a un enjeu de confiance. La confiance, c'est un sujet évidemment central, l'élection, le vote dans nos démocraties. Et aujourd'hui, il y a une perception de toute une partie de la population que finalement le vote électronique est opaque, pas sûr, facile à hacker ou à contrôler l'extérieur. Et ça, c'est l'argument aussi que vous entendez du côté des politiques? Oui, qui en fait en font le reflet, avec bien sûr peut-être des arrière-pensées, parce qu'on voit bien que jamais un pouvoir constitué n'a envie d'élargir trop le champ. On se dit, pour qui vont voter ces nouveaux électeurs qu'on va ramener si jamais on accroît la participation? Donc vous avez raison, c'est un peu plus large que ça. Mais la vraie question, c'est la confiance. Il faut attaquer la confiance. Or, les technologies ont beaucoup évolué ces dernières années, notamment à travers la blockchain, à travers des techniques de cryptographie, qui permettent aujourd'hui d'avoir vraiment une vérification du vote. C'est-à-dire que vous avez une urne électronique dans laquelle vous pouvez vérifier votre bulletin, vous, sans que personne d'autre puisse le faire, en étant sûr qu'il est à la bonne valeur, qui marque bien le bon candidat pour qui vous avez voté. Vous pouvez refaire le décompte de l'élection. Donc on n'est plus du tout dans un système de boîte noire où vous appuyez sur un bouton, vous attendez, et puis l'organisateur vous donne le résultat comme par magie. Alors maintenant, vous pouvez vous-même vérifier le vote. C'est ça qui va créer la confiance. Vous parlez de choses concrètes que vous expérimentez vous-même, hein, puisque vous êtes à l'origine cofondateur et président d'Electis, qui est une association qui prône évidemment l'adoption du vote électronique. Et vous constituez vous-même des outils open source, qui sont fondés sur le logiciel libre, mais qui permettent de développer ces solutions de vote électronique sécurisées sur la blockchain. Donc vous dites aujourd'hui, il n'y a pas de frein technique. Alors absolument. Nous, on n'est pas un think tank de plus, parce qu'il ne s'agit pas simplement de réfléchir, même d'écrire des livres, il faut aussi faire. On est ce qu'on appelle un do tank. On a envie de montrer par la pratique que c'est possible le vote électronique. On a trouvé des maires qui s'engagent avec nous, qui croient eux aussi à une autre démocratie plus fréquente. On a commencé à Neuilly-sur-Seine avec Jean-Christophe Fromentin. Les habitants de Neuilly, tous les mois, peuvent s'exprimer sur des sujets municipaux. On va continuer à Caen. On a fait des élections dans le sud-est de la France. On a des partenariats en Suisse. On va commencer à Zurich. Vous voyez, chaque fois, ce sont des maires qui, avec nous, s'engagent en disant « c'est possible, avec ces nouvelles technologies, d'une part, les citoyens le comprennent, c'est facile à utiliser, et par ailleurs, on crée de la confiance. Et les résultats en termes de participation, est-ce que vous voyez que ça change un peu le profil des électeurs? Ça change totalement la participation. Nous, En volume et en qualité, en profil également? Bien sûr. Alors, on voit que, par exemple, on a 50% de participation, hein, ce qui est, évidemment, c'est moins que pour une élection présidentielle, mais pour des consultations locales, c'est un chiffre énorme. 50% des gens qui sont inscrits sur les systèmes de vote électronique, ils votent effectivement le jour J. Et ils votent, et on a les retours après. Ils votent parce qu'ils voient que c'est, d'une part, que c'est facile, d'autre part, que ça les réengage dans la vie politique locale, qu'ils ont leur mot à dire sur des sujets très concrets. Ça peut aller d'une infrastructure, ça peut aller de la gestion de la médiathèque, ça peut aller, on a aidé un maire dans le sud-ouest de la France il considérait, vous vous souvenez, dans le moment des parrainages, certains maires ont dit « mais c'est pas à moi de parrainer, je vais demander à mes concitoyens ». Eh bien voilà, on l'a aidé à demander à ses concitoyens pour qui il allait parrainer pour l'élection présidentielle. Vous voyez, il y a plein d'usages très différents qui ont tous en commun d'associer les citoyens à la décision. Vous prenez comme modèle aussi l'Estonie.
la Suisse. Est-ce que ces modèles sont transposables, cette démocratie directe, ces États plateformes numériques, enfin l'État plateforme numérique et l'Estonie, est-ce que c'est transposable aussi facilement comme ça à la France ? Alors, je réponds d'abord sur la Suisse, vous avez les deux exemples. Oui. Parce qu'effectivement, une des principales objections, on dit tout le temps, mais attendez, la France n'est pas la Suisse, on ne va pas se mettre à voter tous les trimestres. Et c'est vrai que la démocratie suisse est très ancienne et extraordinairement active. Mais reconnaissez... Et travaille sur le consensus, qui n'est pas très ancré en France. Bien sûr. Mais reconnaissez qu'entre voter une fois tous les 5 ans en France sur les grandes orientations nationales et voter une fois tous les trimestres, il y a probablement une marge. On n'est pas obligé d'aller tous les 3 mois décider en commun, mais on pourrait décidément voter plus. Pour l'Estonie, c'est très intéressant, parce que l'Estonie a été pionnier dans le vote électronique. Je rappelle qu'ils votent électroniquement à toutes les élections depuis 2005, parce qu'ils ont mis en place une identité numérique. Oui. Tout est numérique en Estonie, tous les services sont en ligne. Vous êtes d'ailleurs propriétaire de vos données. Vous êtes mis au courant quand n'importe quelle administration a accès à vos données. Et grâce à cette identité numérique, on a une sûreté très forte pour voter. On ne pourra pas en France voter à des élections à fort enjeu, notamment des élections nationales, tant qu'on n'aura pas cette carte d'identité numérique pour tout le monde. Alors, quand on parle de vote électronique, vous faites d'ailleurs la distinction, vous dites d'aller du vote électronique, il faut vraiment aller vers le vote technologique, c'est-à-dire le vote à distance. Absolument, absolument, oui. Et on aurait dû préciser depuis le début, nous on est engagés, et je pense que toute cette discussion, c'est pas simplement les machines de vote dans les bureaux. Ça ne va pas changer la participation. Une fois de plus, il faut qu'on ait un instrument suffisamment flexible pour avoir plus de respiration démocratique. Ça, c'est le vote à distance, par Internet. Ce vote technologique, c'est là où il crée quelques obstacles, parce que... Alors, vous citez 3 obstacles, mais notamment la confiance dans la liberté d'exprimer son choix personnel, quand on est chez soi, entouré, au travail, par exemple. Bien sûr. Alors, les Estoniens ont répondu à cette question-là, parce que en Estonie, une fois de plus, on vote y compris pour les élections législatives, parlementaires les plus importantes. Et tout de suite, il y a eu des critiques en disant « Mais attendez, si on est chez soi, qu'est-ce qui se passe si on a l'influence de la famille ou à son travail, de son employeur ?» Et les Estoniens permettent de revoter. En fait, on peut changer son vote jusqu'au dernier moment. Vous voyez bien que si on peut changer son vote, évidemment, ce qu'on appelle la coercition est beaucoup moins forte. Qu'est-ce que vous allez vendre comme vote ? Qu'est-ce que vous allez donner comme garantie que vous ne changerez pas votre vote ? Donc voilà un exemple en fait, de critique qu'on entend toujours, sur lequel en fait, il y a des réponses pratiques. Et c'est le cas de la plupart des critiques qu'on entend sur le vote électronique. En fait, le débat, je trouve, est très pauvre sur le sujet, parce qu'on entend toujours les mêmes rengaines, et il est temps de se mettre autour d'une table, de regarder un par un ces obstacles, et il y en a certains, et qu'on trouve les moyens de les résoudre. Et vous dites qu'il faut expérimenter, que la démocratie, c'est de l'expérimentation, c'est une expérience au quotidien. Donc ces expériences, on a des modèles, on a aussi, vous dites, des premiers e-partis, des partis politiques qui commencent à s'engager sur cette voie-là. Ça veut dire qu'on aura une classe politique qui sera bientôt dépassée, ça fait partie des risques aussi, s'il n'y a pas d'adoption plus rapide de ces technologies. Mais on le voit déjà même en France. Regardez l'exemple de la primaire populaire. Indépendamment de tout jugement sur son efficacité politique, son rôle dans la campagne, etc. Vous avez des gens qui n'appartiennent à aucun parti, qui ont décidé de manière associative de consulter électroniquement des citoyens, et ils ont fait plus en participation que tous les partis traditionnels. Donc vous voyez bien que, de toute façon, avec ces instruments électroniques, il va y avoir des communautés, des groupes, des associations, des partis, des mouvements transfrontaliers, des jeunesses pour le climat, qui vont utiliser ces instruments, qui vont commencer à voter, qui vont montrer que c'est sûr et qui vont légitimer leur action. Si les partis, si les institutions restent en retrait, on va être dans un monde un peu schizophrène. Ça veut dire qu'on aura une fracture nouvelle politique. Mais alors, il y a un point qui m'a interrogée quand même dans votre ouvrage. Vous commencez par une fiction avec une jeune fille qui est dans un parc, je crois, et elle reçoit en fait des recommandations qui sont proposées par les algorithmes. C'est-à-dire que vous imaginez même qu'on puisse augmenter nos intelligences sur les sujets sur lesquels on sera consulté à travers de l'IA. Alors, là, j'ai voulu effectivement frapper l'imagination du lecteur dès le début. Donc, on a une jeune femme, Marianne, qui est un dimanche après-midi. Elle doit voter et effectivement, elle a un petit avatar qui lui propose sur les sujets, en fonction de ce que l'avatar sait être ses préférences, des façons de voter.
Je suis polémique là-dessus. C'est quelque chose qui a été proposé par un ça chercheur pourrait être plus effrayant que rassurant. Bien sûr. Ça a été proposé par un chercheur du MIT, qui aujourd'hui maintenant est à l'université de Toulouse, César Hidalgo, pour essayer de nous réveiller en disant, il y a à la fois le meilleur et le pire dans la technologie, comme toujours. Réfléchissons ensemble à comment on veut voter demain. Est-ce qu'on veut nous déléguer complètement notre façon de voter à des avatars, à de l'intelligence artificielle? Est-ce que dans le fond, vous savez, on entend toujours, la principale critique, c'est qu'il ne faut pas faire voter les citoyens parce que c'est les experts qui savent, il y a les sachants. Les sachants de demain, ce seront les avatars. Les sachants de demain, ça sera l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on veut déléguer tout ça à l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on veut reprendre notre vote en main en utilisant la technologie, mais pour voter, pour décider? Merci beaucoup, Gilles Maintré. Je rappelle, vous êtes auteur de Démocratie rendons le vote aux citoyens, paru chez Odile Jacob, et également cofondateur, président d'Electis. Vous restez avec nous, on va commenter l'actualité tech ensemble, l'actualité de la semaine. Mon invité du jour est resté avec nous pour commenter ces actualités qui agitent le secteur de la tech. Il s'agit de Gilles Maintré, auteur de Démocratie rendons le vote aux citoyens, paru chez Odile Jacob. Et puis à ses côtés, il a été rejoint par Philippe Delmas, consultant en stratégie industrielle, commentateur régulier désormais dans Smartech. Nous aurons aussi en visio le plaisir d'écouter et de voir Lucie-Éléonore Rivron, qui est la cofondatrice de la toute nouvelle NFT Factory. On verra de quoi il s'agit. On va d'abord commencer par l'actualité la plus séduisante, je dirais. C'est celle de ce taxi volant Velocity de Vélocopter qui a décollé dans le Val d'Oise à Pontoise. J'imagine, Philippe Delmas, connaissant votre passé aérien, que vous avez suivi ça de près. C'est une activité dans laquelle Airbus avait investi très très tôt, dès le début des années 2000, avec, comme toujours dans ce genre de projet, deux logiques. L'une, c'est de voir vraiment ce qui est faisable. Et finalement, on peut faire énormément de choses. Le taxi urbain, techniquement, c'est un truc réalisable. Après, vous avez une question qui est toujours pas résolue, qui est la sécurité et la facilité opérationnelle de ce genre d'appareil. Souvenez-vous, il y a une quarantaine d'années, on était assez persuadés. Il y a beaucoup de prototypes, beaucoup de vols, beaucoup d'essais. Mais la mise au point du produit pose pas de problème, franchement. Mais souvenez-vous, il y a 40 ans, on espérait que les hélicoptères serviraient à désengorger les grandes villes. Bon, on y a renoncé pour 1000 raisons. Là, vous avez un vrai sujet. Et vous réalisez en fait que probablement les premières applications de ce type d'appareil vont pas être vraiment du taxi en ville, mais alors ça, en revanche, il y a déjà des expériences en cours qui marchent assez bien dans des très grandes villes, dans des conurbations très étendues comme Los Angeles, mais ça va permettre de la desserte point à point sur d'assez longues distances. C'est-à-dire des trucs qui vous prendraient 2 heures en voiture, qui vous C'est tout prendront à fait adapté au trajet aux États-Unis, par exemple. Absolument. Dans les villes très denses européennes, c'est beaucoup plus compliqué à cause de la complexité des infrastructures. Alors là, ce qu'il faut quand même signaler, c'est que c'est un taxi volant électrique, oui. Mais qu'il y a un pilote. On l'a vu sur les images, il y a un pilote à bord. On n'est pas du tout sur une version autonome. Donc c'est un petit peu plus proche de notre réalité quand même. Beaucoup plus. Mais c'est un dérivé d'une logique d'hélicoptère. En termes d'exploitation, c'est une logique d'hélicoptère. L'autonomie de ce genre de machine en ville, c'est un vrai sujet. Alors, qui est aujourd'hui en. Il parle de 30 km. 30 km d'autonomie. Oui, ce qui est peu. Ce qui est peu. Mais qui peut permettre de désengorger du trafic banlieue, mais du trafic intracité dense, très peu probable. En revanche, vous avez le vrai sujet pour moi aujourd'hui, c'est si on parle de choses qui vont être applicables tout de suite, c'est la livraison par drone. Et là, vous avez eu l'an dernier la première autorisation donnée aux États-Unis par la FAA, donc l'autorité qui régule le transport aérien, pour permettre la livraison de drones dans les zones peu denses. C'est histoire que si le drone a un problème, il y a peu de chances de s'écraser sur une maison. Mais donc, je pense personnellement qu'on pourrait imaginer que dans une dizaine d'années, vous voyez ce genre de service, encore une fois, dans les zones urbaines de moyenne densité à long trajet. Bon, alors peut-être que Gilles Maintré le testera, ce premier taxi volant, parce qu'il est prévu qu'il soit expérimenté pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est fascinant parce qu'on a l'impression qu'on est au tout début de l'automobile. Vous voyez, on arrive dans c'est un tout autre terrain, l'air, sur lequel il y a les tout premiers engins qui commencent à voler. Évidemment, il y a de la régulation, mais il y en a très peu par rapport à tous les enjeux que ça représente. Il va probablement y avoir des incidents, alors pas des accidents, j'espère, qui causent des victimes, mais il y aura probablement des frottements, des choses qui ne fonctionneront pas, des espaces aériens qui vont être trop occupés, des signalisations qu'on va mettre en place. C'est tout ce terrain qui est à défricher. Et pardon, je reviens un instant sur le vote électronique, parce que je fais le parallèle. Très souvent, quand on nous interroge sur le vote électronique, on dit
qu'on est au début de l'automobile. Et c'est ça qui m'y fait penser. Parce que dans plein de sujets, en fait, c'est le début. Il n'y a pas de régulation, on ne sait pas. On voit les premiers accidents, on le voit dans le vote électronique, il y a les premiers hackages d'élections, il y a les premières élections qui plantent, il y a les premières contestations. On met en place, et cet écosystème crée sa propre sécurité, et il faut aller vers plus de sécurité, plus de c'est ça qui est merveilleux dans le monde des technologies et de l'innovation. Et alors en plus, là, la bonne nouvelle, c'est quand même c'est une start-up allemande. Donc ça voudrait dire qu'on aurait déjà peut-être la première pépite en matière de taxi volant en Europe. Ah oui, mais l'Europe aujourd'hui dans ces technologies, pour moi, est clairement leader mondial, clairement. On maîtrise l'ensemble des technologies. Alors Volocopter, c'est quand même totalement indépendant des Airbus et tout ça. Hein. On parle vraiment d'une start-up valorisée à 1,7 milliard de dollars. Oui, sauf que vous regardez, comme toujours dans ces industries-là, ce qui fait la richesse et le potentiel de développement, c'est le substrat humain dont vous disposez. Et c'est parce qu'on a l'industrie aéronautique et aérospatiale européenne que nous avons que des start-up de ce type peuvent exister et que même elles ont du crédit au point de se faire financer. Essayez de lancer ça dans des pays qui n'ont pas une telle tradition aéronautique, sauf si un support étatique, vous n'y arriverez pas. Bon. Alors, on enchaîne avec l'actualité qui concerne tous ceux qui sont devant leur télé et leurs écrans, Netflix, qui commence à montrer des signes de faiblesse. Donc, Netflix a perdu 200 000 abonnés. Je veux dire, c'est presque rien, mais enfin, c'est quand même la première fois que ça lui arrive en 10 ans dans le monde, au premier trimestre 2022 par rapport à 2021. Et on n'est pas sûr que la situation s'améliore vraiment au printemps. Alors, il y a quand même des facteurs qui s'expliquent, notamment la pandémie qui a fait un boom, qui a eu pour conséquence de créer un boom exceptionnel du nombre d'abonnés. Donc on comprend qu'effectivement, après, c'est un peu difficile de rester sur cette même tendance. Il y a aussi la guerre Ukraine-Russie qui a eu un impact. Enfin, on sent quand même là que Netflix, la machine, commence un petit peu pas à s'enrayer, mais à fatiguer, à avancer moins vite. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah, écoutez, moi, je trouve cet événement fascinant à plusieurs regards. D'abord, quand même, si vous regardez sur le premier trimestre, Netflix a fait 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 1,6 milliard de profit net, donc ils font 20% de marge nette, c'est en gros Ferrari, et pourtant ils perdent de 60% sur 4 jours et 40% depuis le début de l'année. Donc il y a un mismatch et la raison, c'est ce que vous venez de dire, c'est que l'anticipation est mauvaise. Ouais. Et pourquoi l'anticipation est mauvaise ? Tout simplement parce que je pense que la perception des marchés, ça commençait à venir, le modèle économique de Netflix en termes de tarification est probablement obsolète. Aujourd'hui, ils sont chers, très chers. Pour un service qui, autrefois, se différenciait par l'étendue de son catalogue et de ses créations, ils ont été vraiment très, très en avance pendant longtemps là-dessus. Aujourd'hui, ils sont plus suffisamment différenciants pour être à ce point plus chers que, par exemple, Disney ou Amazon. Et ça, c'est une vraie raison de fond. Et puis, c'est vrai qu'ils sont plus tout seuls. Ils sont plus tout seuls. L'industrie est en train de se normaliser. Ce qui est marrant, en revanche, c'est que je n'ai vu personne faire le commentaire que, dans le même intervalle, depuis le mois de janvier, Facebook a perdu 42%. Oui. Personne n'en parle. Or, la réalité est exactement la même, c'est-à-dire que le modèle économique de Facebook, et M. Zuckerberg a mis du temps à le réaliser, est tout aussi obsolète. Les jeunes générations ont largement quitté Facebook pour Snapchat et pour TikTok. Et aujourd'hui, l'âge moyen est rapidement croissant dans le de Facebook. Et alors, les différentes attaques, les abus de la boîte n'ont pas contribué à son image, mais son modèle économique, aujourd'hui, est en difficulté. Mais je dirais que ça peut rendre optimiste, même si ce n'est pas très agréable pour Netflix et Facebook, mais ça veut dire que même toutes ces grandes plateformes qu'on imaginait inébranlables, elles ont des failles finalement, et elles peuvent être attaquées encore de toutes parts par des concurrents. Leurs concurrents, ce sont des boîtes qui sont assez anciennes, c'est Disney, c'est Warner, c'est Apple, c'est Apple, c'est Amazon. Donc c'est des boîtes. Alors moi, je m'étais posé la question de savoir il y a déjà 2-3 ans s'il n'aurait pas été logique pour Apple, dont la richesse en contenu est quand même encore très limitée par rapport aux autres, de racheter Netflix. Et je pense que la question va se reposer. Le catalogue de Netflix. Et donc on va avoir, mais c'est exactement ce que vous dites, on va avoir un truc très traditionnel, c'est une histoire qui termine par un catalogue qui est vendu. C'est-à-dire la boîte se sera vendue pour son catalogue qui est magnifique, incontestablement. Ouais. Mais l'opérateur Netflix, lui, pourrait disparaître. Votre avis sur ce sujet ? Philippe Desmas a raison, on est toujours étonné, on se dit comment une société qui fait 1,7 milliard de profit net au premier trimestre, qui a eu une telle croissance de ses abonnés, peut décrocher à des niveaux aussi forts, moins 25%, puis c'est même moins 40% depuis le début de l'année. En fait,
ces sociétés, parce qu'on va parler de Twitter dans un instant, c'est exactement le même phénomène, ne sont pas du tout valorisées sur le présent. Elles sont purement valorisées sur l'anticipation. Absolument. Aujourd'hui, elle est valorisée 40 fois l'EBITDA, 40 fois la marge. Ce qui leur a permis de grandir, de grossir. Donc on achète toute la croissance future. Et donc du coup, le marché est extrêmement fébrile à la moindre petite variation par rapport aux projections. Et comme on l'a dit, c'est pas très grave qu'ils aient perdu 200 000, surtout qu'ils en ont perdu 700 000 en Russie pour des raisons parfaitement objectives. Ouais. Mais ils en avaient annoncé 2,5 millions. Ouais. Et comme vous dites, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est en plus un analyste qui a dit, mais regardez, ils ont annoncé la même chose pour le trimestre d'après, on pense plutôt qu'ils vont en perdre 2 millions. Pour des raisons, effectivement, d'offres trop chères, de gens qui ne s'y retrouvent pas. Et on voit la fragilité intrinsèque de ces sociétés, entièrement financées sur la projection future. Ça fonctionne bien pour des start-up, pour des scale-up, enfin ça fonctionne bien, c'est très difficile pour certaines, mais on voit un modèle de financement. Qu'est-ce qu'on fait de ces plus gros mastodontes qui sont en fait des grosses start-up? Je veux dire, Netflix, et comme Twitter dont on va parler, c'est encore des start-up sur lesquelles on parie sur l'avenir, mais ça fait des années qu'on parie sur l'avenir. Il y a un moment où on n'est pas à l'abri d'un retournement de la question du modèle économique de ces plateformes. Alors visiblement, Netflix serait prêt à envisager une forme d'abonnement moins cher avec de la pub. Bon, ils veulent aussi resserrer la vis sur les partages des comptes, parce que c'est vrai que je connais beaucoup de monde autour de moi qui partage son abonnement Netflix, mais c'est du fait du coût aussi. Hein. Bien sûr. Une offre qui n'est pas adaptée. Alors, leur évaluation est quand même que pour 200 millions d'abonnés, ils ont 100 millions de clients gratuits, entre guillemets. Donc ça voudrait dire quand même qu'il y a un tiers de leur base de clientèle qui est gratuite. Donc ils auraient intérêt à baisser les prix pour essayer de capter tous ces nouveaux abonnés. Et puis d'autre part à verrouiller leur système, parce que vous apercevez dans un système ultra verrouillé comme celui d'Apple qu'au fond, les clients sont, en échange d'un service d'excellente qualité, les gens sont prêts à accepter un certain nombre de contraintes, incontestablement. Mais il y a une question de maturité. Moi, je partage absolument votre diagnostic. C'est vraiment une question de maturité. C'est une boîte immature, Netflix. Bon, alors streaming toujours, mais streaming musical maintenant. On va parler de Deezer qui projette un retour, enfin pas un retour d'ailleurs, parce que le premier essai a été avorté, abandonné, mais qui prévoit son entrée en bourse cet été. Alors pour cela, Deezer a décidé de se rapprocher d'une SPAC, une société donc, qui est là juste pour justement lever des capitaux pour financer une acquisition. Si on regarde les chiffres du marché, Deezer, c'est un tout petit pousset, puisqu'on a Spotify, le numéro 1, qui a 172 millions d'abonnés à fin octobre 2021. Et Deezer, ils sont 9,6 millions fin 2021. Ça fait quand même un gros écart. Qu'est-ce que ça laisse présager sur cette IPO, cette introduction en bourse ? Pour moi, le positionnement de Deezer, c'est un pari, mais c'est un pari jouable. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un modèle qui reste un modèle start-up, qui est fondé sur une différenciation de qualité, sur une offre dont la flexibilité et l'enrichissement, je trouve, est très intelligemment pensé, parce qu'ils sont en train de multiplier les partenariats en termes d'apport de services. Et ils ont joué depuis le premier jour un positionnement qualitatif. Alors, si vous écoutez de la musique... il y en a d'autres. Il y a Qobuz aussi, qui travaille sur le haut de gamme, la qualité du son. Qobuz est devenu quasiment un site d'érudit, quoi. D'abord, le moteur de recherche, comme vraiment franchement difficile à utiliser. La qualité musicale est extraordinaire, c'est de la qualité studio, mais franchement, c'est extraordinairement confidentiel. Le pari de Deezer, c'est d'être à peu près au milieu. Donc moi, je trouve ça plutôt intelligent. Alors en revanche, ce qui m'interroge, c'est d'avoir choisi une bourse européenne pour ce côté, Euronext, dont l'appétit pour le risque et la tendance à valoriser l'avenir est quand même infiniment plus faible que les bourses anglo-saxonnes. Et là, je suis très, très étonné. Mais est-ce qu'il était possible de faire autrement ? À mon avis, avec un produit de ce type... Parce que là aussi, c'est un pari sur l'avenir. Ah ben complètement. C'est aussi le pari que le streaming musical est porteur de richesse. Mais aller sur les bourses qui ont une telle préférence pour les entreprises institutionnelles bien installées, quand on a un modèle économique en effet fondé sur le pari sur l'avenir, c'est un choix qui m'interroge. Alors que je pense que le modèle économique est jouable. Mais ça ne cherchera jamais à devenir une énorme boîte. C'est pas le sujet, mais on peut être hyper rentable en étant une boîte de taille moyenne. Et pour l'instant, personne ne gagne d'argent dans le streaming musical, à ce que je sache.
pour le moment, non. Pas Spotify, en tout cas. Pour le moment, non. Apple. Mais vous pouvez vous poser la question de la rentabilité réelle aujourd'hui d'une boîte comme Amazon. C'est pas. Il y a pendant un moment, vous pouvez, et ceci a été toujours vrai d'entreprises traditionnelles, on l'a oublié dans les années 80-90. Vous pouvez, si vous croyez à l'avenir d'un marché, vous pouvez préférer, en tant que financier, investir sur l'acquisition de parts de marché, parce que vous croyez que ce marché va durer, plutôt que sur la rentabilité. Vous faites le calcul inverse, si vous dites « Oula, c'est un feu de paille, ça ne va pas durer, donc il faut faire de la thune et on se barre ». Si vous croyez effectivement que le streaming musical va devenir le mode principal d'écoute de la musique, ce qui n'est pas exclu quand même quand vous regardez la façon dont les jeunes générations écoutent de la musique, vous dites qu'il y a un marché là-dessus, effectivement. Et que le choix de la qualité, qui est celui de Deezer, est un choix qui se défend. On enchaîne avec l'actualité autour de Twitter et d'Elon Musk. Elon Musk, donc, qui a pris des parts dans l'entreprise, est devenu le premier actionnaire. Puis alors, il y a eu une réaction assez immédiate pour redescendre sa participation. Là, Elon Musk fait une proposition de rachat à Twitter à hauteur de 43 milliards de dollars. Les équipes se défendent, je dirais. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Twitter? C'est quand même pas très serein, là, comme climat. Elon Musk, pour vous, c'est un modèle dans la tech? D'abord, je réponds sur Twitter un instant, parce que c'est quand même une société qui, depuis le début, a une gouvernance totalement hors du commun. Et ce n'est que la dernière étape d'un feuilleton qui n'a aucun équivalent dans la tech. Vous vous souvenez que Jack Dorsey, donc, qui est un des cofondateurs, qui était CEO, qui est parti pendant 6 ans, qui est revenu, mais tout en dirigeant 2 sociétés, parce qu'il est aussi fondateur de Square. Ouais. Que vous avez un activiste, Elliott, qui était rentré en disant « Mais écoutez, c'est pas sérieux. Nous, on est actionnaire de Twitter, pas de Square. On veut un CEO à 100% du temps. On a dû mettre un comité de gouvernance pour surveiller Jack Dorsey, qui par ailleurs est très fantasque comme personnage, comme vous savez, sur ses choix de vie, ses choix spirituels, etc. Qui décide en novembre dernier, alors pour le coup, là, il n'avait aucune pression d'aucun actionnaire, de se retirer en disant « Voilà, maintenant je veux passer la main ». Je vais aussi quitter le conseil d'administration, qui est tout à son honneur, parce que souvent les fondateurs s'accrochent au conseil d'administration pour contrôler un peu derrière. Et on sait que Jack Dorsey, qui est plutôt proche d'Elon Musk, puisqu'il en a, quand Elon Musk a commencé à rentrer au capital, il a tweeté à nombreuses reprises qu'il partageait toute la même vision. Et d'ailleurs, vous savez que Jack Dorsey a démissionné dimanche avec des mots un peu sibyllins en disant c'est pas un bon conseil d'administration qui fait une bonne entreprise, mais un mauvais conseil d'administration, ça tue toujours une entreprise. Donc, vous voyez, c'était quand même... Et Elon Musk a refusé d'entrer au conseil d'administration. Voilà. Alors, on a cette espèce de question de gouvernance qui cache un autre problème fondamental qui nous renvoie à la discussion qu'on avait sur Netflix, même si ça n'a rien à voir, qui est quel est le business model de Twitter. Alors, eux, bien sûr, ils gagnent de l'argent. C'est pas le problème. Mais, une fois de plus, Twitter est lui aussi valorisé à 40 fois sa marge. C'est-à-dire qu'on se dit... On a dans les mains probablement un produit miracle. Demain, ça pourra être le média numéro 1. C'est quand même l'aubaine de se dire Elon Musk, aujourd'hui, peut racheter la boîte. C'est une super nouvelle. Pourquoi tous ces freins? Non, ça vous semble pas étonnant? Si Elon Musk était un personnage un peu plus prévisible et politiquement plus tempéré, je pense que ça poserait de problème à personne. Je pense que le débat qu'il y a derrière, c'est quand même la personnalité d'Elon Musk, les choix politiques, et le fait que ceci puisse être un outil qui reçoive un biais politique. Regardez tous les débats qui entourent. Alors c'est vrai que pour Twitter, c'est aussi... La rentrée de certains grands acteurs en Europe dans les médias, vous avez le même sujet. Aujourd'hui, c'est à mon avis d'abord ça. C'est effectivement un choix politique. On ne va pas avoir le temps vraiment de dire davantage. En un mot, Elon Musk est un libertarien tout à fait. et qui dit qu'il veut aucun frein et aucune modération en ligne des contenus de Twitter. Et qu'il estime qu'aujourd'hui, la liberté d'expression n'est pas suffisante sur les réseaux sociaux. Il y a un débat fondamental qui dépasse le débat financier. Et donc, est un débat qui doit nous intéresser parce que de l'avenir de Twitter, quand même, dépendra beaucoup des réseaux d'influence aujourd'hui Vous avez raison, parce que là-dessus, c'est aujourd'hui... Qui impacte nos choix de société. Et c'est un des outils, du point de vue les plus efficaces qui soit, quand même, aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important, cette affaire. Alors, je voulais quand même qu'on termine le débrief. On va donner la parole à Lucie-Éléonore Rivron, qui attend derrière son Skype la cofondatrice de la NFT Factory. C'est l'initiative d'une 50aine d'acteurs du secteur des NFT. Alors, il y a évidemment...
les stars du NFT qu'on connaît, Ledger, Sora, mais il y a aussi des grands groupes beaucoup plus traditionnels comme Alliance ou encore Galeries Lafayette. Bonjour Lucie Éléonore. C'est un lieu déjà, pour préciser, c'est un lieu qui va ouvrir en septembre à Paris, mais en fait on peut commencer déjà à adhérer au club dès le mois de mai. Donc qu'est-ce qu'on va y trouver dans la NFT Factory et qui va-t-on y trouver ? Des coûts de production qui est constant, donc oui, ça coûte cher, mais quand même de moins en moins. Il y a un problème de son là. Même chose, j'entends beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qu'on entend, mais on ne vous entend pas vous. Et on va commencer à déployer des dispositifs à l'échelle. Oui, alors vos dispositifs, c'est l'occasion de découvrir des métiers. C'est nous qu'on entend, on nous entend nous. Écoutez, je suis désolée, donc on ne va pas pouvoir faire ce Skype ensemble. On reparlera alors, je m'engage à vous recevoir, Lucie Éléonore, pour parler de cette NFT Factory. De toute façon, on a un peu de temps. J'ai parlé du mois de mai et de la rentrée en septembre. Merci beaucoup à tous les deux. Philippe Delmas, consultant en stratégie industrielle, Gilles Maintré, cofondateur, président d'Electis, pour vos commentaires sur l'actualité dans la tech et dans l'émission. On se retrouve juste après la pause. Après la pause, on va parler de ces entreprises du no-code, low-code. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission quotidienne dédiée au monde numérique et au monde de l'innovation. Avant de nous quitter, nous avons un rendez-vous J'y crois, c'est Hervé Lejouan qui y croit, fondateur d'Advisory. Il rencontre des startups, des nouveaux projets. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous parler de cette tendance qui s'installe aujourd'hui dans la tech, le no-code, low-code. Vous allez nous illustrer cette tendance avec des exemples de sociétés qui sont vraiment positionnées sur ce marché. Mais d'abord, on va peut-être commencer par expliquer de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est le no-code, low-code ? Alors, en fait, il y a le low-code, no-code. Un peu comme son nom l'indique, c'est la suppression du développement avec du code informatique par des ingénieurs et des développeurs. Donc ça veut dire que demain, et aujourd'hui déjà, à partir de briques qui sont dans des interfaces graphiques, on va générer du code. Donc là, c'est plus un développeur qui fait, c'est un outil qui génère le code. On va générer du code et qui va permettre d'avoir des applications, permettre d'avoir des fonctionnalités, d'automatiser des process. Et on a déjà ça. Donc c'est-à-dire no-code, on ne code pas du tout pour avoir notre programme. Et low-code, il y a quelques petits... Oui, il y a quelques briques qui vont être là. Et on a déjà des exemples depuis un certain temps. Je crois que chacun d'entre nous les utilise. C'est la génération de sites web. Aujourd'hui, on peut développer un site en HTML et puis du CSS et faire du développement, mais on peut utiliser aussi des outils sur le marché, il y en a des centaines, qui vont vous générer votre site et vous avez juste à faire des drag and drop au niveau de l'interface et vous allez avoir un site web qui va être efficient, qui va être accessible sur le marché. Donc on utilise finalement des briques qui sont fabriquées par d'autres développeurs. Donc c'est un mouvement, j'imagine, qui a émergé du côté des développeurs, de start-up du développement. Oui, des start-up du développement, mais c'est un mouvement. C'est un mouvement de fond aussi dans le logiciel, software en anglais. Et on a vu des grandes sociétés qui sont des gros exemples, on va dire, de ce fameux logiciel. C'est des sociétés comme Amazon, AWS, mais aussi Tesla. Tesla, c'est pas un constructeur automobile. C'en est un, ils vendent des voitures, mais c'est avant tout, finalement, c'est au cœur de leur stratégie, c'est le logiciel. Et donc, le logiciel, que ce soit pour la gestion des batteries, de toute leur fabrication. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pris de l'avance. Ça leur a permis d'avoir énormément d'avance sur tous les constructeurs automobiles parce que le logiciel est au centre. Et Amazon, via AWS, et puis on pourrait citer Azure, Google, et puis OVH, et tous ces acteurs, ont permis à des millions de sociétés, finalement, de déployer des infrastructures en ne codant pas, c'est en ayant un minimum de ce qu'on appelle les DevOps, d'ingénieurs d'opération, qui permettent, mais ces environnements permettent de générer en fait des plateformes qui vont être accessibles à des dizaines de millions de personnes. Aujourd'hui, Netflix s'appuie sur AWS. Donc on voit bien que c'est plus seulement localement, c'est qu'au final, ces plateformes permettent, avec des outils, de générer en ligne un certain nombre. Et puis on a eu aussi la pandémie. La pandémie, le Covid, a obligé les sociétés à accélérer en fait leur transformation digitale. Ouais. Et ça, quelque part, ça a poussé aussi, ça a mis énormément de stress sur les développeurs dans toutes les sociétés, que ce soit les sociétés de services ou même les services informatiques de ces grandes sociétés, pour finalement accélérer ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, ils avaient du code legacy à maintenir, plus à côté des nouvelles applications mobiles à développer ou des nouvelles applications à la fois pour l'interne et l'externe. Et là, on est tombé sur un nouveau problème qui est aussi le problème de la pénurie des développeurs. Et d'ailleurs, Gartner estime que d'ici 2030, on va
manquait dans le monde de 80 à 90 millions de développeurs informatiques. Donc toutes ces tendances en fait font que effectivement aujourd'hui et en plus avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus puissante, on va générer du code au lieu de le faire développer par des ingénieurs. On va générer du code et permettre à des individus qui ne sont pas des développeurs dans des services marketing, ressources humaines, finances, de faire des applications, de développer des applications en générant du code. Et oui, en travaillant avec l'IT, mais sans avoir de développeurs Alors ça, c'est dédiés. un des gros avantages du no-code, low-code. C'est effectivement le manque de talent aujourd'hui dans le développement. Il y a des inconvénients aussi ? Oui, les inconvénients, on revient aussi un peu aux mêmes inconvénients que lorsqu'on va vers une plateforme de type cloud. Aujourd'hui, quelqu'un qui choisit AWS et pas Azure, et pas OVH, ou vice-versa, si jamais demain il veut remigrer toute sa plateforme, ça va être très complexe. C'est-à-dire qu'on se lie à des outils. Ouais. C'est toujours la même histoire. Quand vous faites du WordPress ou Wix ou d'autres, vous allez derrière, ça génère du code. Bon, à maintenir manuellement, déjà, c'est pas très simple, mais éventuellement à remigrer vers une autre plateforme, c'est encore plus compliqué. Donc c'est vrai qu'on se lie à des outils. Et donc, la flexibilité n'est pas aussi grande. Et puis, par ailleurs aussi, il peut y avoir un problème aussi. Alors, c'est normal, ça ne gère pas non plus une complexité énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le no-code ou le low-code n'est pas dans tous les types d'applications ni tous les programmes informatiques. Il y a des choses qui sont très complexes et qui vont rester la panacée d'ingénieurs et de développeurs parce que c'est trop complexe. Mais on voit l'IA petit à petit prendre de plus en plus de pas en fait et de capacité à générer du code sur des choses complexes. Et ça va, on va dire, dans les quelques années. Ça, c'est ce qui vous fait dire que c'est vraiment une tendance de fond et qu'il y a de l'avenir. Alors, parlez-nous maintenant des entreprises et des startups peut-être que vous avez rencontrées et qui sont vraiment sur ce marché. Alors, effectivement, je vous ai dit, il y a pas mal d'acteurs. Alors, on revient toujours à la même chose. Il y a déjà des acteurs américains qui sont déjà très, très gros. Les plus grands, on les a cités. Ouais. On les a cités. Et il y en a des nouveaux qui sont vraiment spécialisés aussi dans le no-code et donc qui valent déjà plusieurs milliards de dollars. Donc, je ne vais pas les citer. Par contre, je peux citer effectivement des acteurs français. Dans le domaine typiquement de la génération de sites, on a des gens comme SiteW, qui est une plateforme et qui permet effectivement de générer du site web et qui est très bien donné. Mais il y a aussi dans le domaine de la cybersécurité, il y a une nouvelle start-up que j'ai rencontrée qui est très intéressante, qui s'appelle Mindflow.io et qui a été d'ailleurs choisie dans le cadre du campus cyber. Et elle permet d'automatiser en fait des tâches associées à la protection et à la cybersécurité. Donc au lieu d'aller coder, encore une fois, d'avoir des ingénieurs qui vont coder des détections de malware ou autre, eux, ils vont automatiser ça via des interfaces. Et ça, donc on rentre ici dans des choses... Ça veut dire que ça, ils le vendent directement aux entreprises ou ils le vendent à des boîtes de cyber aussi ? Non, ils vont le vendre directement à des entreprises pour intégrer. Et il va y avoir, en fait, ça va automatiser des flots de surveillance, des points de surveillance dans l'entreprise. Ça va connecter via des API à certains outils. Donc ça pourrait être des PME ou Absolument. Des plus petites structures qui s'approprieraient des outils de cybersécurité grâce à ce no-code, low-code. Effectivement, parce que, comme vous le dites, demain, c'est un problème. Les petites structures n'ont pas forcément de développement informatique, de développeurs informatiques, et via ce genre de mécanismes, pourront se protéger parce que ça permettra à un non-informaticien d'appliquer des bons principes. Merci beaucoup Hervé Lejoin, fondateur de Advisory, pour vos conseils et votre regard sur cet écosystème. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment demain. Demain, c'est la grande interview. J'aurai la directrice d'Etalab, Laure Lucchesi, qui sera en plateau. C'est en fait la grande patronne des données de l'État. Elle nous parlera de l'intérêt de l'ouverture des jeux de données pour l'écosystème tech français également. Vous avez regardé Smart Tech avec les technologies Lenovo.